Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler géopolitique et on va parler plus particulièrement de Daesh. Alors, je vous avais demandé de lire des documents, donc d'analyser un peu la situation de Daesh et d'essayer de compléter une grille d'analyse. Et bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer la solution puisqu'il y a peu de chances qu'on puisse se voir en face à face. Donc je vais vous donner la solution et les explications en vidéo. Avant de commencer, je précise qu'il est possible que certains éléments ne se retrouvent pas nécessairement dans la solution finale. Il y a des éléments que vous avez peut-être identifiés que moi j'ai pas mis dans la grille. Évidemment, on peut en discuter, d'accord ? C'est une proposition de grille que j'estime assez complète, mais évidemment, il y a des éléments que vous pourriez trouver importants et que je n'ai pas mis. Comme le reste, plus vous allez passer de temps et plus vous avez d'informations, plus votre grille sera complète. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier. Eh bien, c'est parti pour la solution. Voilà, alors on va tout d'abord démarrer par l'analyse des revendications et des demandes de Daesh. En gros, que souhaite Daesh, que veut Daesh ? Bon, il faut savoir que Daesh c'est un mouvement islamiste, c'est-à-dire que c'est un mouvement, et je vais lire un peu la définition pour être exact dans les termes, qui prône une idéologie politico-religieuse qui vise à terme l'instauration d'un État islamique unique et régi par la charia. Alors la charia, il faut savoir ce que c'est. C'est un ensemble de règles qui sont des règles de vie, donc qui sont issues du Coran et qui régissent la vie en société. Mais ça peut aller jusqu'à l'habillement, donc c'est quelque chose de très intrusif. Et donc alors il faut savoir que Daesh aussi est une idéologie salafiste djihadiste, donc c'est un courant de pensée extrême qui prône le recours à la violence dans l'instauration de la charia. Et il faut savoir que Daesh aussi souhaite l'instauration d'un califat, c'est-à-dire un territoire sous l'autorité d'un calife. Et pour vous donner une idée, Daesh compte environ, et ça c'est selon la CIA, 350 000 hommes. Parlons maintenant des méthodes et des stratégies de Daesh. Alors, il faut savoir que Daesh, et c'est pas un secret, recrute très largement par les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est un outil qu'il a énormément et qu'il utilise encore énormément d'ailleurs. Mais ce n'est pas le seul élément. Il faut savoir que Daesh recrute aussi très facilement dans les régions pauvres. Et ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre assez facilement. À partir du moment où vous avez de la misère, vous avez de la pauvreté, voire de l'insécurité, enfin bref, tout ce qui va avec, on peut supposer que les groupes terroristes vont avoir plus de facilité à recruter. Il faut aussi savoir que Daesh commet des attentats dans le monde entier, et surtout dans les pays musulmans. Ce sont d'ailleurs ces pays-là qui sont les plus exposés aux attentats terroristes. On a souvent tendance à s'intéresser aux attentats quand ils se produisent chez nous. Il y a qu'à voir le nombre de JT qui sont consacrés aux attentats quand ils se passent sur notre territoire. Quand les attentats se passent à des distances et sur des territoires beaucoup plus lointaines, c'est une autre histoire et on en parle beaucoup moins. C'est dommage parce que ça fausse un peu notre perception de la réalité. Alors il faut savoir que Daesh peut très bien aussi revendiquer un attentat ou soutenir un attentat qui était revendiqué au nom de Daesh. Alors c'est en général comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a un attentat qui est commis au nom de Daesh, suite à la propagande, etc. Et Daesh peut choisir de soutenir l'attentat. Enfin, et ça c'est pas un secret, il faut savoir que Daesh a recours à l'ultraviolence. Et donc Daesh a déjà pratiqué la crucifixion, les décapitations, les flagellations ou la lapidation de femmes ayant commis, ou du moins ayant été accusées d'adultère. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des méthodes. C'est parti pour la suite. Alors, maintenant, on va parler du territoire. Alors, il s'étend d'Alep à Bagdad. Je crois que Daesh a capturé 25% du territoire syrien et 40% du territoire irakien. Il faut savoir que le territoire est essentiellement désertique. Et donc, du coup, l'emprise de Daesh peut être moins forte. Je m'explique. Il n'y a pas vraiment de victoire, il n'y a pas vraiment de prestige à capturer un désert. Bon. Alors, il faut savoir aussi que le territoire de Daesh, et ça c'est quand même assez impressionnant, a une taille équivalente à celle du Royaume-Uni.
Alors il y a quand même quelques faiblesses sur ce territoire. Donc c'est essentiellement des déserts et des steppes. Il est faiblement peuplé. Quelques grandes villes à échapper à Daesh. Et effectivement, mais ça je l'ai déjà dit, mais c'est un faible peuplement des régions contrôlées. Par contre, pour ce qui est des forces, là, il faut savoir que Daesh a capturé quand même des lieux où il y a toute une série de barrages. Et je parle de barrages qui se trouvent en amont des cours d'eau. Alors ça, c'est quelque chose de très important dans la mesure où la région est désertique. Et à partir du moment où vous contrôlez les barrages en amont, vous avez le contrôle sur tout ce qui se passe en aval, y compris des zones de culture. Ça, il faut le savoir. Donc le territoire qu'ils ont conquis est essentiellement sunnite. Et alors ça, c'est quelque chose d'important. Ils ont contrôlé des territoires où passaient des gazoducs, des oléoducs, où se trouvaient aussi des mines de phosphate et des gisements miniers ou gaziers. Alors, ces trois derniers points sont hyper importants puisque dès que Daesh met la main sur toute une série de ressources, il les revend afin justement de financer son organisation. C'est à peu près tout. Passons à la suite. Alors, même si on fait de la géographie, il faut comprendre l'histoire de Daesh pour savoir comment on en est arrivé là. Daesh est né en Irak. Première chose. Et donc, il est né de la rencontre d'anciens officiers de Saddam Hussein et de djihadistes. Donc, la première chose que Daesh a fait, c'est mener des actions terroristes anti-américaines. Alors, il faut savoir que les États-Unis sont intervenus de nombreuses fois en Irak et que je ne cautionne absolument pas ce que fait Daesh, mais à partir du moment où on voit le nombre d'interventions américaines en Irak, on peut comprendre une certaine haine, voire une hostilité. C'est l'inverse, mais donc on peut comprendre une certaine hostilité, voire une certaine haine à l'égard de ce que représentent les États-Unis. Bon. Daesh s'est par la suite aussi opposé à lutter contre le premier ministre irakien chiite, qui avait décidé de mener une politique répressive et très agressive à l'égard des sunnites. Ensuite, Daesh s'est opposé à Bachar el-Assad. Et enfin, dernier point qu'il faut mentionner, Daesh recrute très largement auprès des laissés pour compte. Alors pour les méthodes de financement, la majeure partie, c'est le pétrole, le gaz. À eux deux, ça fait plus de 50%. Ensuite, on a les extorsions et le phosphate, le ciment, le blé et l'orge, les kidnappings et les donations. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour l'origine et pour l'histoire de Daesh. Je vous propose maintenant de passer à la suite. Alors, on va maintenant parler des alliances et des oppositions dans le cadre du conflit politique qui a opposé Daesh à l'ensemble du monde. Bon, vous avez ici un tableau qui est issu du manuel, que je ne dise pas de bêtises, du manuel Longitude. Donc en bref, c'est un tableau à double entrée, donc quand la case est rouge, ça veut dire qu'il y a un rejet affirmé entre les deux nations ou entre les deux acteurs. Et par contre, quand c'est du vert, c'est un soutien affirmé, et quand c'est du gris, c'est un soutien imprécis. Bon, en ce qui concerne Daesh, c'est évident, Daesh est rejeté par l'ensemble des nations, par l'ensemble des pays du monde. Par contre, et c'est là que ça devient intéressant, on voit que les ennemis de Daesh ne sont pas nécessairement alliés entre eux, c'est-à-dire qu'il y a un proverbe ici qui n'aurait pas raison, qui n'aurait pas lieu d'être, c'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ici, on voit que ce n'est pas le cas. On voit qu'effectivement, les alliances sont relativement floues, et donc c'est assez compliqué. Alors, un exercice que je demandais les années précédentes, c'était de transformer ça sous forme de schéma. Donc on va le voir tout de suite. Alors, les flèches rouges représentent les oppositions, les flèches bleues représentent les alliances. Bon, je ne donne plus cet exercice pour une raison. Je trouve que c'est une perte de temps et d'énergie. Je m'explique. J'ai un peu l'impression que le schéma n'apporte pas grand-chose de plus que le tableau qu'on a vu précédemment, et il prend beaucoup de temps à faire. Du coup, je ne demande plus, mais voilà, au moins vous avez une petite idée de la situation au Proche-Moyen-Orient. Enfin, vous avez une idée des alliances et des oppositions qu'il y a par rapport au cas de Daesh. Et donc ici, le schéma montre la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'en gros, Daesh
est rejeté par l'ensemble des nations du monde. Il faut quand même savoir que ça n'a pas toujours été le cas. À un moment donné, l'Arabie Saoudite soutenait Daesh, mais sous pression internationale, elle a dû s'en détourner. Eh bien, c'est terminé pour les alliances et les oppositions. C'est parti pour la suite. Alors, dernière partie de l'analyse du conflit géopolitique qui oppose Daesh à l'ensemble du monde. C'est l'ensemble des facteurs endogènes et exogènes. Bon. Alors ici, c'est la solution d'un exercice que j'avais déjà, qu'on avait fait en début d'année, un peu plus tôt. Ça ne concerne pas uniquement Daesh, ça concerne tout l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient. Mais je vous rappelle qu'un conflit géopolitique s'analyse au niveau local, mais aussi au niveau régional. Donc du coup, il faut tenir compte, si on veut analyser la situation de Daesh, il faut tenir compte du contexte général du Proche et du Moyen-Orient. Et donc, en bref, qu'est-ce que vous avez? Donc, si vous suivez la flèche, on va ici identifier l'ensemble des facteurs qui font que c'est une région conflictuelle. Donc déjà, c'est une région très riche en pétrole. La moitié des réserves s'y trouvent et 30% de la production mondiale provient de là. De plus, l'Occident tient à sa sécurité énergétique, même si la sécurité énergétique de l'Occident n'existe pas. Et donc, ça a donné lieu à toute une série de conflits, à toute une série d'interventions, et ce qui fait que ça déstabilise un peu les régions. Enfin, ça déstabilise le Proche et le Moyen-Orient. Ensuite, il faut savoir qu'on a une diversité des peuples, on a une diversité religieuse, donc on a plusieurs majorités, perses, turcs, arabes, on a des minorités kurdes, on a les trois grandes religions, les trois grands monothéismes, et donc c'est le berceau aussi du monothéisme. Donc on a une diversité ethnique et culturelle, et un manque d'unité. Tout ça ne fait qu'accroître les rivalités régionales, la contestation des frontières, les guerres civiles. La reconnaissance d'Israël, évidemment, n'aide pas non plus. Alors, je précise que je n'ai absolument rien contre les Israéliens, mais il faut savoir que la création de l'État d'Israël, d'ailleurs c'est le conflit israélo-palestinien, est un sujet qui fâche depuis bientôt 100 ans au Proche et au Moyen-Orient. Bon. Du coup, ça aboutit à des tensions communautaires, ce qui fait qu'on a pas mal de conflits. Alors, il faut savoir qu'on a aussi pas mal de grandes puissances qui sont intervenues, l'Angleterre, la Russie et les USA, mais surtout la Russie et les USA. Ça a donné lieu à l'établissement des frontières arbitraires, ça ce sont les accords de Sykes-Picot. Donc c'est-à-dire vous avez des puissances coloniales qui se sont chargées de se répartir les territoires et donc de délimiter les frontières des pays qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que quand vous délimitez les frontières arbitrairement, ça génère pas mal de conflits puisque les frontières ne correspondent à rien. Bon. Alors, vous avez aussi, que je dise pas de bêtises, de la corruption, ce qui a engendré la montée de l'islamisme et donc une nouvelle base politique, et donc ça a accru les tensions communautaires. Et enfin, il faut préciser que c'est une région qui se trouve en stress hydrique. Il y a trois choses qui permettent d'expliquer ça. Déjà, c'est une région aride, on y pratique de l'agriculture, et enfin, il y a la croissance démographique. Il y a tout un tas de conflits autour de l'eau qui se passent d'ailleurs au Proche et au Moyen-Orient. Donc l'ensemble de ces facteurs-là sont des facteurs qui font que la région est conflictuelle. Alors la plupart des facteurs sont des facteurs endogènes, c'est-à-dire qui concernent le territoire en eux-mêmes. Par contre, des facteurs comme l'interventionnisme de grandes puissances ou comme la sécurité énergétique de l'Occident, ça ce sont des facteurs. Alors pour l'interventionnisme, oui, ça se fait sur le territoire, mais c'est une question de politique étrangère, donc c'est une décision politique qui vient de l'extérieur du territoire. Donc ça peut se discuter. Et alors la sécurité énergétique de l'Occident, ça c'est quelque chose qui ne se trouve pas sur le territoire. Donc au niveau de l'interventionnisme et de la sécurité énergétique, je dirais que là on a les deux seuls facteurs exogènes du schéma. Et bien voilà, c'est terminé. On a eu l'analyse la plus complète possible. Je vous propose de vous retrouver dans une petite conclusion. Et bien voilà, c'est terminé pour cet exercice. Donc nous avons essayé de compléter de manière la plus exhaustive possible, c'est-à-dire la plus complète, la grille d'analyse que je vous avais donnée en géopolitique dans le cas de Daesh. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une proposition, évidemment, on pourrait en discuter en classe, etc.
Donc j'ai préféré vous faire cette vidéo, d'autant plus que je ne saurais pas voir tout le monde en face à face, etc. Et donc ça va être extrêmement compliqué. Mais bref, voilà, vous avez une petite idée de ce qu'il faut faire et du niveau de détail qu'il faut atteindre dans le cadre de l'analyse d'un conflit géopolitique. Et je maintiens que votre analyse sera d'autant plus précise que vous allez avoir de l'information de qualité et que vous allez avoir beaucoup d'informations. Mais votre analyse sera d'autant plus de qualité que vous allez passer du temps dessus. Donc, tout est une question de temps et de qualité d'information. C'est à peu près tout, les gars. Bon boulot, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt.